Merci d'être avec nous pour ce nouvel atelier consacré à la sûreté. Comment objectiver les performances pour mieux décider. Nous sommes avec Jean-Pierre Vuillerme, ancien directeur Sûreté Michelin. Merci d'être avec nous. Et Éric Ballastre, ancien directeur prévention et protection Renault Group. Merci d'être avec nous également Grégoire Laparade, directeur sûreté du groupe Bolloré. Et puis Eiko Détier, fondateur et dirigeant du groupe FAE. Merci, messieurs, d'être avec nous. On parle beaucoup de sûreté, bien sûr, en termes de moyens, de budget, de dispositifs, mais on ne parle pas toujours de performance réelle. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité d'un système de sûreté ? Est-ce qu'on peut objectiver le risque ? Et surtout, comment mieux décider ? Alors, je vais poser la première question à Éric Ballastre, parce qu'on a longtemps évalué la sûreté par ce qu'on met en place, mais pas forcément par ce qu'on produit. C'est ça la grande question. Éric Ballastre, quelle est selon vous la bonne question à poser aujourd'hui concernant ce thème ? Alors, avant de répondre à la question, je vais quand même préciser que je m'exprime en tant que donneur d'ordre ou ancien donneur d'ordre, ce qui positionne le sujet. Oui. Donc, pour moi, la vraie question, c'est quels sont les risques couverts par ce que je dépense en tant que donneur d'ordre. Donc, lorsqu'on fait un appel d'offres, les soumissionnaires vont répondre par des moyens, donc des heures, des agents, des caméras, etc., l'exploitation des moyens. Mais et à partir de là, on va établir la discussion, la négociation sur les heures vendues, le taux horaire, ce qui va régaler nos amis des achats, mais ce qui n'est pas forcément ce qui nous intéresse, nous, professionnels de la sécurité. Et en fait, on ne parle jamais de qualité de la prestation, parce que cette qualité, elle n'est jamais mesurée. On ne sait pas bien le faire, et donc on est sur un sujet qui n'est plus tangible. Et une question que je me pose, que je me suis posée, comment discriminer deux prestations, prestation A et prestation B, si leur réponse est la même sur le plan des moyens, les heures, les agents, les caméras, la mise en œuvre, etc. Et on pourrait se dire, les prestations sont les mêmes. Bien non, nécessairement, il y en a une qui est meilleure que l'autre, qui a une meilleure qualité. Si je prends un exemple... Oui. Je suis chez Renault, les voitures. Quand vous achetez une voiture, vous allez bien mesurer la qualité de ce qui vous est présenté. Les performances sont deux voitures avec un volant, des roues, un moteur. Eh bien, elles n'ont pas les mêmes qualités. Et le client va être capable de donner un prix différent et d'acheter la voiture avec un prix différent parce que la qualité perçue et la qualité du produit sont différentes. Et en matière de sécurité, il faudrait qu'on arrive à la même chose. Il y a parfois, on va aller, certains sujets vont être mesurés, mais pas tous. Et à mon avis, il faut aller plus loin dans les mesures de la performance. C'est ça. Quel qu'en soit le coût, finalement, le quoi qu'il en coûte aussi, ça existe. C'est pas quel que soit le coût, c'est on est capable, à partir du moment où on a une qualité, de mettre un prix. Oui, c'est ça. Donc d'acheter, encore une fois, je reviens sur l'analogie de la voiture. Si vous voulez une voiture qui va vite, qui est confortable, qui a plein d'éléments, vous achetez une Alpine, si vous voulez du sport. Si vous voulez une voiture, vous ne voulez pas payer cher et avoir le nécessaire, vous achetez une Dacia. Je reste toujours chez Renault. Hein. Oui, ça, je comprends bien. Plus c'est complexe, moins on mesure finalement le coût, moins on arrive à percevoir finalement ce coût. Finalement. C'est noyé dans le prix global. Alors, en fait, on va rester sur des exigences de moyens et pas des exigences de performance, et c'est vers ça, à mon avis, qu'il faut aller. En tout cas, moi, précédemment, dans mes fonctions, c'est ce qui me frustrait un petit peu. Je voulais vraiment aller vers la performance plutôt que les moyens. Grégoire Laparade. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit brillamment Éric. Tant qu'on ne mesure pas les résultats, la sûreté reste un coût. Et malheureusement, si on contraint les discussions et les choix sur la facture à s'acquitter, je pense qu'on commence sur des bases qui sont compliquées. Donc, et on ne peut pas réduire la sécurité et la sûreté à un coût. Dans vos activités, ça se traduit comment ? C'est une vaste question. Dans mes activités, pour être concret, on a séparé les choix en deux pôles très distincts. C'est-à-dire qu'en fait, la direction que je pilote donne un avis technique sur les solutions et les prestataires que l'on doit employer. Et moi, je ne me coupe pas des coûts. Les coûts sont arbitrés par les achats. Donc normalement, on essaye de discuter pour avoir un choix assez intelligent sur les prestataires qui on va confier des missions précises. La bonne pratique étant qu'on va s'adresser à des prestataires
qui font partie, qui ont été déjà présélectionnés. Et si on n'est pas d'accord sur le choix final, il y a un arbitrage au niveau supérieur sur savoir, en gros, le directeur des achats va dire j'ai trouvé une prestation pas chère, et je vais dire j'ai trouvé une autre prestation, et il y a un arbitrage avec nos arguments propres. Ouais. Chez Michelin, ça se passait comment, Jean-Pierre Vuillerme? Ça se passait bien. En fait, tout ce qui vient d'être dit est frappé au coin du bon sens, mais je vais rajouter encore autre chose. Dans beaucoup de domaines, et la sûreté en fait partie, on confond les objectifs et les moyens. Et très souvent, quand on parle de sûreté, on se dit on a mis des moyens en place, donc je suis rassuré, tout va bien. Alors qu'en fait, on a perdu de vue quel était l'objectif. Donc il y a déjà une première étape qui est presque intellectuelle. Quel est l'objectif qui doit déboucher sur des moyens? Et une fois qu'on a les moyens, il faut qu'on vérifie que les moyens qu'on a déployés permettent bien d'atteindre l'objectif. Parce que trop souvent, dans le monde industriel, on est devant un problème, on a défini l'objectif peut-être, on a à coup sûr défini les moyens, mais on est en panne de bouclage, de vérification que les moyens mis en place permettent bien d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. C'est ça, donc c'est pas forcément une question de coût, de moyens qu'on met, c'est après la performance. Pas que. Il faut que ça marche, quoi, c'est ça. Il faut que ça marche. Ouais. Et pour que ça marche, on peut passer 2 minutes là-dessus. Pour que ça marche, il faut vérifier que, l'objectif qu'on s'est fixé était raisonnable en fonction des enjeux. 2, qu'on a bien mobilisé les moyens. 3, que les choses ne dérivent pas dans le temps. Et là, on est toujours confronté à un problème, quand on prend un peu de recul par rapport à tout ça, à la difficulté de vérifier ça, et c'est là qu'apparaît la notion de certification. Et je fais tout de suite un saut sur ce qui se passe en matière de qualité ou d'environnement. On a beaucoup d'entreprises qui sont certifiées ISO 14001, ISO 14002, très bien. Certification, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vérifié qu'il existait un processus permettant de franchir un certain nombre d'étapes. Ouais. Mais est-ce que la certification en elle-même, si elle n'est pas associée à un bouclage, donc à une vérification, permet d'affirmer qu'on atteint l'objectif? Certainement pas. On a simplement suivi une démarche, mais on ne garantit pas que l'objectif qu'on voulait atteindre est atteint. Ouais. Non, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a sûreté et sécurité, c'est un autre sujet, mais on pense à ce qui s'est passé en Suisse, dans le saloon, enfin le bar, et parfois la masse de moyens n'apporte rien. C'est un petit peu... Alors j'aimerais voir avec vous, Eiko Détier, un dispositif peut être présent partout, c'est ça, un dispositif le même partout, mais il peut être aussi totalement inefficace. Exactement. Enfin, quand nous on fait des tests, en fait, on teste nos prestataires, on s'aperçoit qu'un dispositif peut être largement déployé, mais ne produire aucun effet réel. C'est-à-dire que vous avez pléthore de monde, mais on arrive à passer entre les mailles. Et pareil, être visible n'est pas forcément être utile. Les gens souvent sont là, ils sont présents, mais ils sont pas focalisés sur leur mission. Les moyens sont mis en place, l'objectif n'a pas été défini, ou alors entre guillemets, le résultat attendu n'a pas été correctement exprimé. Et nous, ça nous permet de passer tranquillement, quoi. Ce qui veut dire que de plus en plus de caméras, par exemple, c'est pas forcément la solution. On le voit bien aujourd'hui sur la voie publique, il y a de plus en plus de moyens de sûreté, de surveillance. Est-ce que ça va mieux pour autant? Alors nous, des fois, on constate qu'avoir trop de personnes, ça dilue la responsabilité. C'est qu'il n'y a plus de responsable. Tout le monde dit je suis là, mais je vais attendre que ce soit le copain qui gère le truc ou qui prenne la décision. Ouais. Et si j'y constate un événement non conforme, peut-être qu'il y a la peur aussi de ne pas remonter l'info. Ouais. Ce qui veut dire, Jean-Pierre Vuillerme, mais vous pouvez intervenir aussi, n'hésitez pas, que finalement, s'il n'y a pas d'étalon de performance, s'il n'y a pas un étalon, ça ne sert à rien. Il faut étalonner tout ça. C'est une sorte de cote, d'indice. Oui, mais c'est la différence qu'il y a entre une photo et un film. La photo vous permet d'avoir une idée sur la granularité d'un événement, d'une installation. Bon. Il faut voir comment les choses évoluent dans le temps. Le pire qui puisse arriver, c'est de se dire on était face à un problème de sécurité ou de sûreté, on a su mobiliser les moyens nécessaires, donc maintenant tranquille, le directeur général est content, on s'en est occupé, le directeur de sûreté, il a obtenu un peu ses crédits, il a fait ce qu'il fallait, et on s'en rend pas compte, mais les choses dérivent. Donc il y a une notion de bouclage en continu, il y a une notion d'éveil du personnel pour avoir l'alerte au moment où un dysfonctionnement apparaît, et de bouclage en continu pour être sûr que le niveau de performance obtenu correspond bien à celui qu'on voulait obtenir. Donc il faut des indicateurs, c'est ça, Absolument. à partager? Absolument.
Et là, on est devant un énorme problème, parce que trop souvent dans les entreprises, on considère la sûreté comme un centre de coût. Mais par rapport aux dégâts auxquels on serait exposé s'il y avait une dérive dans ce domaine-là, c'est plus vraiment un centre de coût, c'est une économie par rapport à des événements non désirés. Et puis un jour, une grande entreprise, représentée à ma droite par Eric Balastre, se posait la question en se disant « mais j'aurais peut-être jamais les crédits nécessaires ». Et ils ont eu une démarche qui est extraordinaire, qui était de dire « mais si on y regarde d'un peu plus près, la sûreté, ça n'est pas que le contrôle des accès, enfin le contrôle d'entrée du personnel, ça n'est pas que ça, c'est aussi autre chose ». Et ils ont découvert par exemple qu'il y avait un certain nombre de fuites de matériel dans des réseaux, pas mafieux, ça n'existe pas chez Renault, mais des réseaux un petit peu complices. Voilà. Et donc le fait d'avoir attiré l'attention sur une problématique qui représentait un coût, ils se sont rendus compte que l'économie réalisée permettait de couvrir complètement le coût du fonctionnement de la direction sûreté. Donc on peut avoir un équilibre très vertueux là-dessus. Et l'arbitrage doit toujours revenir aux achats ? Non. Non ? Non. Les achats, ils sont comptables vis-à-vis de la direction générale de la consommation de moyens financiers. Un directeur achat, alors je n'ai jamais été directeur achat et ceux qui vont nous écouter vont m'en vouloir à mort, mais va considérer qu'il a fait son boulot lorsque, sur un projet de contrat, il a obtenu une réduction de 5%. And so what ? Si c'est au détriment de la qualité de la prestation, c'est l'entreprise qui a perdu. Donc les achats auront le sentiment d'avoir... Voilà. Et donc, ne résumer la sûreté qu'à un problème de coût d'achat de prestations extérieures, c'est ne voir qu'un tout petit aspect des problèmes. Bien sûr qu'il faut le prendre en compte, mais c'est un tout aspect de problème. Et je vous pose la question à tous, finalement, est-ce que c'est pas compliqué de faire passer justement ces budgets au COMEX, par exemple ? Il y a quand même une sacrée difficulté à se faire entendre, peut-être, non ? Débloquer les budgets nécessaires ? Pas tant que ça. Un COMEX qui est motivé par... Je fais un tout petit recul par rapport à cette question. La vraie question qu'un patron d'entreprise se pose, c'est de savoir comment vais-je maîtriser mes risques ? Quels sont les dangers auxquels mon activité m'expose ? Il se pose ce genre de questions, il n'a pas vraiment la réponse. Et déjà, on a un problème de lexique. Quand vous êtes devant un COMEX, et c'était chez Michelin une question que m'avait posée Edouard Michelin, en disant « mais quelle différence faites-vous entre un danger, une menace ou un risque ?» Pendant 15 jours, je ne savais pas quoi répondre, jusqu'au moment où j'ai convergé sur une définition compréhensible, partagée par tout le monde. Le risque n'est que l'application d'une menace sur une vulnérabilité. Ce qui veut dire, si on prend ces deux termes magiques, menace et vulnérabilité, on se livre à une réflexion de fond. Où sont mes vulnérabilités ? À quelle menace je suis exposé ? Et on va construire une réponse qui permettra de protéger l'entreprise. Et une fois qu'on a pris le problème comme ça, le budget n'est que la conséquence d'une politique de l'entreprise dans ce domaine. Donc, ça veut dire qu'il faut se faire entendre par la direction générale. Il faut avoir les bons arguments et les bons mots. Bien sûr. Car souvent, ce n'est pas forcément acquis. Alors, il y a un problème lié à la position dans l'organigramme des directeurs sûreté. Et là, ça pose une difficulté. Dans une très grande entreprise qu'on ne citera pas, à un moment donné, le directeur sûreté était rattaché au directeur général du groupe. Un nouveau directeur général arrive et se dit « moi, je ne veux pas piloter directement 25 activités, donc je vais déléguer la sûreté, ça marche bien, donc je vais la rattacher à un quidam qui était en N-4 par rapport à la direction générale. » Quand on conclut les personnels de l'entreprise, la sûreté vient de perdre son autorité, puisque maintenant elle est à une position décalée par rapport à l'organigramme. Donc il y a ça. Il y a un deuxième élément qui est important aussi. Il faut faire entrer la sûreté dans la carte des processus de l'entreprise. Là, on n'a pas le temps de le développer ce soir. Considérer qu'une approche sûreté bien réfléchie est à prendre avec le même sérieux qu'une approche du type ressources humaines, service achat, juridique. Voilà. Et tant qu'on n'en est pas là, on est face à une difficulté qui est liée à la crédibilité ou à la conscience de la nécessité de la fonction. Éric Balastre, votre analyse ? Moi, je voudrais juste revenir en arrière sur un point qui me paraît important. On a parlé des indicateurs. C'est bien, c'est parfait, c'est utile, mais il faut les bons indicateurs. Je vais encore prendre une analogie. Il y en a qui font peut-être du tir parmi vous. Au tir, on peut avoir les bons équipements, la bonne formation, la bonne arme, la bonne position, tout ce qu'on veut. Un jour ou l'autre, il faut aller au résultat. Il faut regarder où est-ce qu'on est par rapport à la cible. Et c'est quand même un élément important. Et c'est ce qu'on veut. Si on parle de performance, la performance qu'on va mesurer pour la sécurité, l'analogie directe, c'est est-ce que je suis en cible ou je ne suis pas en cible.
Donc sinon, je suis parfaitement en ligne avec ce qu'a dit Jean-Pierre sur la capacité à convaincre un COMEX. Il faut des arguments, effectivement, les risques en sont un exemple. Et la sécurité, ça va bien plus loin que la sécurité physique. Il y a bien d'autres domaines. Il y a la gestion de crise, il y a l'accompagnement du business par rapport aux menaces géopolitiques, sujet éminemment actuel. Comment est-ce qu'on développe le business et comment est-ce que la sécurité accompagne le business. Mais je pense que c'est un autre sujet qu'on pourrait développer à un autre moment, ça. J'aimerais quand même demander à Grégoire Laparade ce qu'il en pense, parce que quand on a une évolution d'activité, peut-être qu'il y a une nouvelle approche. Oui, déjà, je suis très content qu'Éric prenne des exemples compréhensifs pour moi. C'est-à-dire que le tir et le résultat en cible, ça me parle tout de suite. Donc du coup, je peux tout de suite rebondir. Non, maintenant, sur le changement d'activité, je pense qu'une des capacités d'une direction sûreté, c'est aussi la souplesse. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on nous demande, c'est d'être innovant, de ne pas juste venir en disant j'ai des problèmes. Enfin, en tout cas, voilà, je parle à mon niveau, encore une fois. On vient avec des problèmes et avec des solutions. Et si les solutions sont intelligentes, en tout cas dans le groupe dans lequel je travaille, elles sont suivies. Donc, je ne vais pas rentrer dans un débat de qui a raison, qui a tort. Moi, je pense que la force, il faut être souple, il faut répondre aux besoins. Et puis, quand dans la durée, on n'a pas de crise majeure ni de drame terrible, ça nous permet de dire qu'on n'est pas si mauvais que ça. C'est ça, en fait, le truc. Et moi, ce qui m'aimerait de reprendre les choses différemment, c'est de dire, donc, du coup, les prestataires à qui on a fait confiance, et moi, je ne parle pas de prestataires, je parle plutôt de partenaires. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on construit avec des gens à qui on confie des missions, pour lesquelles ils sont responsables. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse que combien on les paye. Maintenant, de l'autre côté, pour les prestataires, c'est important de savoir combien on les paye. Moi, on travaille ensemble, c'est des partenaires. Et moi, je défends le fait que les partenaires qui font un bon boulot soient payés correctement. Voilà. Après, c'est un autre débat. Et à partir du moment où, dans la durée, le travail est fait, qu'on s'adapte aux crises, parce qu'effectivement, vous avez cité d'autres activités. On a eu des activités, le groupe a eu des activités incroyables en Afrique, qui ont été vendues à d'autres groupes. On a eu quand même des moments difficiles et les partenaires avec qui on a travaillé, on a fait le boulot. Et donc, du coup, il n'y a pas d'histoire de combien cette sécurité, cette sûreté a coûté. Tu vois, donc, encore une fois, la souplesse, l'adaptation, et si on doit voir le résultat en cible, c'est OK. Après tant d'années, qu'est-ce qu'on a eu comme drame ? Et donc, moi, je dis, si on n'a pas eu de drame, c'est aussi que ce n'est pas le directeur sûreté, c'est l'ensemble du groupe, toute direction confondue, tous partenaires confondus, notamment les partenaires sûreté, qui ont fait le travail. Donc ça veut dire que la relation sûreté-achat, qui est sensible, il faut vraiment le reconnaître, on peut arriver à mettre les gens d'accord et on évite que les achats décident à la place de la sûreté, par exemple. Moi, je suis quelqu'un de basique. On fait quelque chose qui marche. Imaginons que... Et nous, ça se passe très bien avec la direction achat. Imaginons qu'ils aient une autre possibilité de déploiement, souvent avec un coût moindre. Et si, écoutez, vous prenez la responsabilité d'embaucher des gens que je n'ai pas validés. L'affaire, elle s'arrête. Parce que nos rôles en tant que responsable ou directeur de sûreté, c'est que quand on s'est trompé dans le choix, on a cité quelques affaires malheureuses où on connaît des directeurs de sûreté qui ont été embarqués dans des histoires. La responsabilité, c'est ça. Oui, bien sûr. L'arbitrage, il se fait au plus haut niveau. Bien sûr. Votre regard, Eiko Détier, vous qui êtes fondateur et dirigeant du groupe FAE. Moi, je suis prestataire, donc Voilà, en tant que ce prestataire, soit directeur achat ou... Moi, Ouais. mon correspondant direct, c'est le directeur sûreté. Oui. C'est lui qui m'ordonne la mission. C'est lui qui me donne les objectifs. Après, moi, je réponds avec un coup, je lui exprime un coup. Il y a des discussions qui sont faites. L'arbitrage, ça reste l'arbitrage du directeur sûreté. Ouais. Mais moi, le principal objectif, c'est de réussir la mission et faire en sorte que lui ait pris les bonnes décisions et, je dirais, et arbitrer le bon choix en termes de prestataire. Éric Ballastre, en fait, moi, je vois que finalement, la sûreté va définir les exigences. C'est ça qu'il faut retenir. Oui, alors, si on prend l'exemple de l'appel d'offres, et je vais un peu reprendre ce que disait Grégoire, je suis complètement en phase.
lorsqu'on a un appel d'offres, il faut bien co-construire l'appel d'offres avec les achats. Il ne faut pas que les achats soient prédominants, il ne faut pas que la sécurité soit prédominante, parce que c'est un ensemble. Mais il y a différentes phases. La première phase, c'est l'étude de marché. Donc les achats vont analyser le marché. Parfois, ils vont apporter des prestataires qu'on n'avait pas imaginés et qui peuvent être intéressants. Une fois qu'ils ont fait ce travail, la sécurité définit ses besoins et va analyser les offres qui sont faites. Ces offres, c'est là où le rôle de la sûreté sécurité, c'est là où le rôle est important, c'est-à-dire qu'il faut être capable de discriminer clairement les offres en disant cette offre est recevable, celle-là ne l'est pas. Donc il y a un travail en amont pour être capable de définir quels sont les critères qui sont des no-go, pour dire je ne peux pas travailler avec eux, et plus on a travaillé en amont avec les achats, plus c'est simple et recevable de leur part, mais je ne peux pas travailler avec eux, et donc il en reste, mettons, 3. Messieurs les achats, à partir du moment où moi je vous dis les 3, je les positionne comme ça, 1, 2, 3, mais je suis capable de travailler avec chacun des 3, faites votre job, négociez, et ensuite on prendra la boîte qui répond le mieux aux besoins de l'entreprise au global. Et dans ces cas-là, comment se définissent les critères de performance? Comment vous faites pour les définir au Comme départ? je le disais tout à l'heure, on n'est justement pas forcément suffisamment, en tout cas à mon goût, dans la performance, parce que pour être capable de juger la performance d'une entreprise, il faudrait avoir son background. Et alors on connaît la réputation de certains, mais c'est tellement intimement lié au management local que c'est compliqué. Tant qu'on n'a pas justement fixé une barrière à atteindre, à dépasser, c'est extrêmement difficile de juger la performance. Et on va poser des questions, on va challenger, on va pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs chez d'autres de leurs clients. Mais on tâtonne comme ça tant qu'on n'a pas une certification, un label, on l'appelle comme on veut. Et si je prends l'exemple du contrôle d'accès, par exemple, c'est bien de filtrer les accès. Et ben, un bon moyen de voir si ça fonctionne ou pas, c'est ce que fait Aiko. Je vais tester. Et si c'est pour eux, c'est pas bon, quoi. Oui. Alors justement, il y a un thème qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui un label qui mesure efficacement, réellement, une prestation de sécurité? Parce qu'aujourd'hui, on parle de normes de tous côtés, on est inondé de normes européennes. On en est où aujourd'hui? Qui veut répondre en premier à cette question? Oui. Je voulais là parce qu'il y a de plus en plus de risques, de dangers. Est-ce qu'il y a en face... Oui, moi j'ai envie de faire tout de suite une première remarque. Pour moi, le label est différent d'une certification. Parce que le risque, je tentais peut-être avec mon ballon d'exprimer tout à l'heure, c'est que quand on a une certification qualité ou environnement, voilà, c'est la garantie, c'est la vérification qu'on a suivi un processus. Ça n'est pas la garantie d'un niveau de performance. On a la certification, on en reste là. L'idée de label, qui me semble très intéressante, c'est de dire que l'on est capable de faire des vérifications en continu ou de façon séquentielle, mais pas au rythme auquel on renouvellerait une certification. Donc il faut faire un peu la nuance entre les deux. Cette notion de label me semble très intéressante pour arriver à caractériser la continuité d'une performance dans le temps. Eric a dit fort justement que lorsque le cahier des charges est posé, que les achats auront travaillé comme ils le doivent pour avoir la meilleure prestation telle qu'elle a été définie au meilleur coût, c'est très bien. On est parti de ce cahier des charges, mais quelle est la réalité sur le terrain? Comment les choses ont-elles été déployées? Est-ce qu'il y a une permanence dans le niveau de performance obtenue? Est-ce que le label, parfois, il n'est pas un petit peu complaisant? Est-ce que c'est pas de la communication? Alors, il serait complaisant si celui qui allait faire l'examen était celui qui est le donneur d'ordre ou celui qui est le prestataire. Pour moi, c'est un regard extérieur qui peut le mieux apporter un élément d'appréciation sur l'efficacité de la prestation. Justement, vous, Aiko Détier, ça doit jouer, ça, le label, parce que vous devez choisir les entreprises, les fournisseurs, que vous recommandez après. Alors, nous, on met en œuvre par exemple, les tests d'intrusion, on met en œuvre le label. Alors actuellement, nous, on a répondu à une problématique du rapport Toureau-Fauvergue, dans la proposition 53, qui préconisait une démarche de certification. Et en fait, nous, on rebondit là-dessus, c'est-à-dire que nous, on vient tester des gens, on vient s'assurer que les moyens qui sont mis en œuvre, comme disait Jean-Pierre, ne dérivent pas dans le temps. Ça. Oui, c'est des tests réels, quoi. Nous, on fait des tests réels. On fait des tests d'intrusion, on garantit, on vérifie les processus. Et c'est là qu'on donne le label. Alors,
Il y a une certaine grille, il y a des grilles, il y a des critères, et à la fin, au bout d'un certain temps, le label n'est pas donné la semaine suivante, hein. Il y a quand même un processus long, et à partir de ce moment-là, on labellise l'entreprise en disant les résultats attendus font que vous pouvez effectivement prévaloir d'un résultat final. Et donc c'est bien perçu par les entreprises ensuite. Comment vous percevez ces labels? C'est plus que mieux perçu. Nous, dans le continuum de sécurité, avec les agents, les gens qui contrôlent, les contrôles qualité, hein, c'est vrai aussi que c'est des réunions régulières qui permettent d'essayer de voir ce que font les gens. Il y a une forme de routine. Moi, je parle de continuité. On n'y sait rien passer pendant des X temps. C'est vrai que tout le monde peut facilement ronronner. Donc, avoir la possibilité d'avoir un test hors prestataire, hors service interne, sans prévenir personne, ça permet de voir en pratique comment les gens travaillent. Ça permet de faire des recommandations, de faire mieux travailler les gens, de les associer. Et effectivement, si tout ça peut déboucher progressivement en sensibilisant tout le monde sur un label reconnu aussi bien par les sociétés que par les prestataires, ce serait un plus. Un plus dans la mesure où tout le monde partage cette conception d'une certification ou en tout cas d'un contrôle partagé. Il y a des appels d'offres, j'imagine, réguliers, qui sont renouvelés tous les combien pour le choix Actuellement, je suis sous contrat avec des sociétés. L'appel d'offres, c'est 3 ans. C'est des appels d'offres 3 ans renouvelables. Là, je dois en soumettre un prochainement. Où en fait, je dois tester les sites régulièrement avec le responsable sûreté de chaque entreprise. Et on définit les objectifs, en fait. Chez Michelin, c'était le cas. Il y avait déjà à l'époque, on parlait de label sécurité, sûreté. Alors, de mon temps, on va dire ça comme ça, cette approche-là, on avait tenté de la piloter par nous-mêmes. C'était pas idiot de faire ça. Il fallait quand même des moyens supplémentaires. Et puis très vite, on s'est rendu compte que si celui qui fait l'examen, finalement, pour voir si les systèmes ont l'efficacité qu'on attendait, s'il est trop proche du prescripteur, il n'aura pas envie de faire de la peine au prescripteur. Donc il va lui glisser dans l'oreille, tu as un trou dans la raquette, voilà. Alors que si on a un regard extérieur, eh bien on lui donne beaucoup plus de poids. Donc, mais pour ça, il faut une relation de confiance. On ne peut pas le faire par n'importe qui. Il faut une relation de confiance qui s'installe dans la durée. Et ce regard extérieur, du coup, il n'est pas contesté ni par l'entreprise, ni par le prestataire. Mais il peut y avoir des tests mystères, par exemple, sur le terrain. Il le faut. Il faut. Ouais. Vous deux, grandes entreprises industrielles, ça se fait, ça s'est fait. Ça s'est fait, ça continue à se faire, j'imagine, puisque je ne suis plus. J'ai pris ma retraite de cette grande maison. Mais les contacts que j'ai montrent qu'ils considèrent toujours que c'est une opération ou une intervention qui est vitale. Michelin le fait plutôt par lui-même, mais l'intervenant extérieur a plus de poids que si c'est réalisé au sein d'entreprise. Dans le monde des médias que vous représentez, il y a aussi la question de l'intrusion, parfois, dans ces sites, qui doit être très, très sensible. Alors, des répétitions in situ. Bien sûr. Alors, dans les médias, on a des directeurs dédiés avec qui je travaille en collaboration et à qui, effectivement, j'offre la possibilité de faire passer des testeurs. Alors, encore une fois, le vrai danger, c'est qu'il ne faut pas que ce type d'exercice soit perçu comme une volonté manifeste. Mon ancien métier, on appelait ça les grandes oreilles. C'est pas pour mettre en péril ou en difficulté les agents ou les gens en place. Il faut vraiment que ce soit perçu, parce que généralement, les gens qui font ça sont assez doués. Donc, je me demande d'ailleurs s'ils ne payent pas pour rentrer aussi facilement. Mais en fait, l'idée, c'est OK, on a identifié une faille. Comment nous, ou vous, prestataires, vous corrigez le truc? Il faut que ce soit perçu comme un exercice pour se bonifier. Parce que derrière, il n'y a pas de sanction. Bon, c'est sûr que si il y a des tests d'intrusion, notamment dans des zones sensibles que vous avez citées, le directeur en place n'apprécierait pas. Le truc, c'est qu'il faut que ça montre que le système fonctionne et qu'on peut s'améliorer. Et il faut, voilà. C'est pas une sanction. Oui, c'est ça. Mais pour pouvoir percevoir la montée du risque, comment faites-vous? Alors, parce que là on dépasse le débat. Donc la montée du risque, pour revenir sur les médias, le groupe a un directeur sûreté dédié qui,
en plus a comme spécificité l'étude de la menace, donc c'est quand même son cœur de métier. Et on a de toute manière l'appui des services régaliens de l'État. Donc encore une fois... les grandes oreilles peuvent fonctionner. Voilà, donc... Ça c'est important. Vous vouliez intervenir, Eiko? De l'expérience, moi, alors j'ai quelques anecdotes. Je rebondis sur ce que disait Jean-Pierre. Une fois, un jour, on m'appelle pour faire des tests d'intrusion chez un client. Et là, je reçois un coup de fil de la société de sécurité qui était prestataire, qui m'appelle en disant « Est-ce qu'on pourrait déjeuner ensemble ?» Oui. Je lui dis « Ok, pourquoi ?» Il m'a dit « Voilà, on a appris que c'est vous qui allez faire des tests d'intrusion. Est-ce qu'on pourrait s'arranger, entre guillemets, sur le taux de réussite ou pas ?» Donc moi, je leur ai dit « Écoutez, c'est simple, c'est pas mon truc. Moi, je suis missionné pour faire des tests chez vous. Je rentrerai sans votre avis ou pas. » Voilà. Donc en fait, les pourcentages qui étaient annoncés avant n'étaient pas forcément les mêmes après mon intervention. Ouais. Voilà. Et en parallèle, nous, depuis 2016, on a à peu près un peu plus de 1800 tests. On s'aperçoit que les services de sécurité sont demandeurs de ça. Pourquoi ? Parce que déjà, ça casse leur routine. Et moi, pour avoir été militaire, quand vous êtes le 0 à 4 à l'Aubette et qu'il ne se passe rien, vous savez qu'il ne va rien se passer. Le fait d'avoir un petit événement ou même voir des gens passer en disant tiens, celui-là est suspect, je vais m'en occuper, en fait, ça fait le temps se raccourcit très vite. Après, on a constaté aussi que au bout de 3 ans, sur un client, les gens du service sécurité en fait, se faisaient des challenges entre eux à savoir qui arrêterait le plus d'intrus. Ah oui. Donc en fait, ils se faisaient un exercice entre eux pour se motiver. Et en fait, c'était un peu l'employé du mois. C'est-à-dire l'employé du mois, c'est moi parce que j'ai arrêté 3 ou 4 tentatives d'intrusion, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour percevoir, pour pouvoir essayer d'intercepter au bon moment. Mais Et parfois, après, on voyait aussi, par exemple, les agents de sécurité qui étaient testés, en fait, s'appropriaient beaucoup plus le site. C'est-à-dire qu'ils connaissaient les failles à force d'être challengés. Et en fait, ils proposaient à la direction sûreté en disant, sur ce point-là, nous, quand on travaille de façon opérationnelle tous les jours, on constate des failles. Est-ce qu'il y a possibilité de changer quelque chose ? Et en fait, ils apportent des améliorations vers la direction sûreté. Mais il peut y avoir quand même aussi des failles humaines. On le voit bien dans les aéroports. À un moment, il y a eu des connivences qui permettaient d'accéder aux zones les plus sensibles. Comment faire justement pour... Alors, on l'a vu aux Jeux Olympiques. On en parlait ici sur Agora, combien de personnes ont été interceptées quand elles voulaient avoir leur carte pour travailler. On s'apercevait que c'était des gens à risque. Voilà. Est-ce que la faille n'est pas humaine ? La faille et la force, c'est un métier qui est essentiellement humain. Donc forcément, ça repose sur les hommes, ça repose sur on l'a parlé, les tests qu'on peut faire qui sont une formidable opportunité de progrès. Vous l'avez tous évoqué. Il y a un sujet que j'ai juste à peine ouvert, mais je pense qu'on sera tous d'accord, c'est le management intermédiaire. Oui, tout à fait, il est prévu d'en parler. La qualité d'une prestation, c'est le management intermédiaire. Et ce management intermédiaire, s'il change, bien souvent, l'équipe, les résultats de l'équipe peuvent complètement changer. Donc c'est important de maintenir cette dynamique au travers du test qu'on vient d'évoquer, pour justement dépasser les personnes, mais le rendre systémique au travers de tests. On va au résultat, on a des actions de progrès. Et pour ça, faut, comme le disait Grégoire, il ne faut pas que ce soit une sanction. On l'a évoqué aussi. Il faut que ce soit, voilà le résultat, qu'est-ce que je mets en place comme plan d'action pour être meilleur demain. Donc avoir une logique de progrès continu plutôt que de sanctions, ça fonctionne 5 minutes. C'est ça, donc savoir l'objectiver. C'est important, c'est ça. Oui. Et si vous me permettez, une dimension presque pédagogique dans tout ça, dans ma longue vie industrielle, ce que j'ai toujours ressenti, c'est quand vous imposez quelque chose, le comment obtenir une performance, s'il n'y a pas l'élément de motivation derrière, les choses dérivent. Donc j'étais arrivé à la conclusion, en fin de mon parcours industriel, qu'il fallait toujours expliquer le pourquoi avant d'imposer le comment. Sinon, tous les Gaulois que nous sommes, quand on sait qu'il y a un radar à tel endroit sur une autoroute, on roule à 130 et on monte très vite à 150 dès que le radar est passé. Parce qu'on a cette habitude-là, il y a une règle, on ne sait plus trop pourquoi on l'a imposée, pas vu, pas pris, et donc on cherche à la contourner. Si vous faites un peu de la pédagogie active en expliquant le pourquoi avant d'imposer ce comment, vous avez plus de chances de mettre tout le monde à bord. Alors, vous dites, c'est aussi le management local qui compte énormément, mais si lui aussi est défaillant,
Qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, si on mesure, si on veut un résultat, on verra qu'il est défaillant. Il y a plusieurs solutions. Soit on le forme, soit on trouve quelqu'un d'autre pour le remplacer. Mais on ne peut pas rester les bras croisés, quoi. Mais en tout cas, la mesure, les tests permettront d'objectiver tout ça et de prendre les décisions. On peut être très bon sur un site, très mauvais sur un autre. Bien sûr. Il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. On fait des tests d'intrusion, on constate tous les sites ne sont pas égaux et ça dépend effectivement du management intermédiaire. Vous avez des gens qui sont très impliqués, on ne va pas réussir à passer, on va revenir un mois après, la personne aura changé et ça va passer. Ouais, donc ça, c'est important à souligner. Hein. Vous allez voir la parade, hein, je vois que même prestataire, résultats différents selon les sites, vous le voyez. Oui, après, j'ai un chef qui dit souvent la sécurité, c'est l'affaire de tous. Donc vous pointez fort justement défaillance parfois d'agents, de prestataires. Mais nous, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on a des trous dans nos dispositifs parce que les collaborateurs se sentent peu concernés ou se sentaient peu concernés. Les salariés dans l'entreprise. Les collaborateurs, c'est-à-dire qu'en fait, je prends un exemple très, très, très parlant pour nous tous. Vous avez des gens qui vont fumer quand le lieu pour pratiquer cette petite récréation est généralement maintenant sur la voie publique, devant le bâtiment ou sur le côté. Donc les gens ont le droit d'aller fumer, c'est pas le sujet. Hein. Mais généralement, ils rentrent et ils sortent ensemble. C'est très facile pour des gens qui observent un peu ça. Alors, des testeurs, c'est le moins pire, mais parfois des gens mal intentionnés, c'est ça. Ou les maîtres. d'avoir un look parfaitement qui peut passer avec la clientèle du moment, d'échanger 2 mots, surtout si on est une jeune femme. C'est marrant, ils viennent espionner. Non, pas du tout. C'est qu'en fait, ils se mêlent à un groupe de fumeurs, et quand les gens rentrent bâtiment, tout le monde sûr, rentre en plus même personne ne badge de manière individuelle, il y a quelqu'un qui badge, on est tous copains, on a tous le même âge, on a l'impression qu'on est tous dans le même monde, par exemple des médias, et donc on rentre. Et donc après, c'est une faute personnelle de collaborateur. C'est pas l'agent à la porte. Voilà, et ça, c'est ce type de comportement qu'on l'explique, et qu'on dit aux gens, vous avez, en faisant ça, vous mettez tout le monde en danger, que tout un chacun se rend compte que dans sa pratique quotidienne, ils peuvent ruiner tous les dispositifs et tous les labels et tout ce que vous pouvez faire dans le comportement individuel. Donc la sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est pas que le vigile, c'est pas que le directeur sûreté, c'est pas que le personnel intermédiaire, c'est qu'en fait, par nos comportements, on peut. Et donc, à partir du moment où on arrive à faire comprendre ça par des exercices, par des exemples, et ben les gens se rendent compte qu'effectivement, on peut corriger notre posture sécuritaire. Et justement, vous parlez des collaborateurs, souvent, ils prennent ça un peu à la légère. Ils sortent tous au même moment, ça les ennuie parce qu'ils sont en train de travailler. Est-ce qu'il ne faudrait pas monter le niveau et peut-être, personne n'a oublié ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, où on entre, finalement il suffit d'une Kalachnikov et puis voilà, on maîtrise tout le monde. Ça, c'est ça qui est grave. Moi j'ai la faiblesse de penser que les collaborateurs, que les gens, que les civils, même si on n'est pas comme dans certains pays où la défense civile est diffusée à l'école. Oui, c'est ça. Je pense que ce qu'on a traversé les dernières années fait que le citoyen lambda peut agir. En tout cas, être plus sensible. Oui, c'est ça. Mais il faut qu'ils peut-être prennent. On le voit dans les tests, les essais. On l'a vu dans les avions, parfois, dans les trains. Il y a des exemples dans le Thalys où peut-être aussi le collaborateur doit jouer son rôle d'agent de sûreté. Peut-être l'aspect humain compte là, dans ces cas-là. Et là, le management de la valeur d'exemple. J'ai en tête encore un local très très sécurisé qui avait obtenu un classement ZRR, donc une zone à régime restrictif. Et il était obligatoire, quand on sortait de ce site avec sa voiture, de s'arrêter, d'ouvrir le coffre pour vérifier qu'il n'y avait pas un prototype, etc. Bon. Le grand patron d'entreprise, bien sûr, un des gardes prestés, le grand patron, on le laisse passer, on soulève la barrière. Jusqu'au moment où il a dit non, moi, comme les autres, il a marqué le stop et le garde est allé ouvrir le coffre pour vérifier qu'il n'y avait pas de voilà.
Voilà. Et vous dites l'importance de la répétition de ces exercices, c'est fondamental. Essentiel. Vous dites également, Eiko Détier, qu'il faut pouvoir faire des entretiens réguliers, revoir les équipes, contrôler tous ces programmes, et puis de manière inopinée, hein, c'est ça, avec des tests qualité. Ça, c'est important hein, dans les prestations. Oui, tout à fait. En fait, c'est pour éviter ce que disait Jean-Pierre, la dérive dans le temps. C'est-à-dire qu'on fait une photographie à un instant T, elle peut être très bien, elle peut être moins bien, mais on ne connaît pas l'évolution du dispositif dans le temps. Et donc nous, en tant que prestataire, on intervient sur les sites en moyenne tous les 4 mois. C'est-à-dire qu'on vient contrôler les gens, on vient les mettre en situation, on vient co-construire en fait avec le donneur d'ordre. Ouais. Lui recherche des objectifs à faire évoluer, c'est-à-dire on va travailler soit sur les collaborateurs, soit sur le dispositif électromagnétique qui existe, sur les agents de sécurité, c'est-à-dire qu'on va les confronter à des scénarios non conformes. C'est-à-dire qu'on va élaborer, qu'on va construire, et on va les faire monter en gamme au fur et à mesure. C'est pas quelque chose de brutal, parce qu'il faut que les gens comprennent. Alors nous, on travaille sur la bienveillance des gens. Les gens sont naturellement bienveillants, mais pour nous, c'est une faille. C'est-à-dire qu'en fait, comme disait Greg, on va se mêler à un groupe, on va discuter, comment ça va, etc. Et puis, il y en a un qui va badger pour tout le groupe, retour de cigarettes, on va offrir une cigarette à un tel ou un verre, et puis en fait, vous vous noyez dans le truc, et puis après, pareil, les portiques, il y a quelqu'un qui va badger pour tout le monde, soit l'accès PMR, par exemple, et puis tout le monde passe, et puis une fois que vous êtes dedans, quand vous rapportez au directeur sûreté en disant qui vous a fait rentrer, c'est le collaborateur. Et voilà. Ou alors on va intercepter des badges sur Internet. Et moi j'ai le cas où en fait on m'a demandé de rentrer sur un site et en fait on a récupéré l'image d'un badge sur Internet parce que la personne avait dit chouette, je viens d'avoir mon badge parce que je suis embauché chez eux. Nous on a fait un faux badge, on a équipé le testeur avec le faux badge et puis en fait il devenait membre du groupe. Il était un collaborateur, même si les gens n'ont pas vérifié la véracité du badge. Donc c'est du contrôle continu. Il nous reste 2 minutes pour conclure. Après, des questions pourront être posées, bien entendu. Cette approche, on parle de grands groupes, hein, on a Renault, Michelin, Groupe Bolloré et nombreux qui nous regardent. Mais que dire aux PME, aux ETI, aux petites entreprises qui sont le tissu économique français et qui sont aussi confrontés aux mêmes soucis? Nous, on travaille aussi on ne travaille pas que avec des grands groupes. Là, on travaille avec une start-up dans l'hydrogène vert, où en fait, on vient tester ces sites industriels, parce qu'il y a la problématique de l'hydrogène, le transfert. Et en fait, là, actuellement, on a tout un processus où en fait, on attaque les sites pour que les agents de sécurité savent comment travailler. Et surtout, on a travaillé avec les gendarmes pour comment les gendarmes vont interpeller une personne qui est dans une zone hydrogène, c'est-à-dire à Tex. Vous ne pouvez pas utiliser un taser, sinon chaleur-lumière. Donc en fait, on vient entraîner les gendarmes sur de nouveaux process. Et donc ça fait partie, on travaille avec pas mal de PME et de TI. Mais si je comprends bien, pas de relâchement. Et puis anticiper en permanence peut-être aussi. Si vous me permettez, je vais citer François Michelin qui, lorsque j'étais en charge, m'avait dit « Monsieur Vuillerme, la sûreté, c'est comme une montre à gousset. Il faut la remonter chaque fois. » Ah oui, c'est juste. C'est le bon sens de François Michelin que j'avais eu la chance d'interviewer. Effectivement, quel grand homme. Mais il avait une vision et le flair aussi de ces grands capitaines d'industrie. Renault, pareil, j'imagine. Alors vous êtes aussi très précautionneux sur l'espionnage industriel aussi. Ça compte énormément, ça. Donc vous avez dû travailler là-dessus, sûrement, à l'époque. On a travaillé, on a essayé de travailler sur tous les domaines. Et il y a un mot que j'ai bien aimé, que vous avez cité, c'est l'anticipation, effectivement. L'anticipation, c'est un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Quelles sont les vulnérabilités? C'est ce que Jean-Pierre expliquait. Quelles sont les menaces? Comment est-ce que tout ça s'accorde? Et qu'est-ce que moi, je mets en place pour séparer les deux variables? On termine peut-être par vous deux, pour ce mot de la fin, avant la conclusion finale. Anticiper, oui, bien sûr. Anticiper, c'est le terme qu'on peut retenir. Hein. S'entourer de gens compétents, c'est mieux. Moi, je vois notamment dans la galaxie Bolloré, on a la chance d'avoir des directeurs et des directrices locaux dans chaque entité de très haut niveau, qui permettent au directeur sûreté holding que je suis d'être relativement apaisé. Mais oui. S'entourer de gens motivés, compétents. Décider mieux, plutôt, plus lucidement. Plus de lucidité aussi. Pas de relâchement. Le risque zéro n'existe jamais, il faut bien le préciser.
hein, peut-être ce sera vous le mot de la fin, Eiko. Nous, notre rôle, c'est d'aider les directeurs sûreté à anticiper, c'est-à-dire qu'on va mettre en lumière des failles, on va observer, on va remonter des choses, et puis c'est nous, in fine, qui essayons de délivrer un label, puisqu'on a créé un label, Séfrénité, et le but, c'est ça, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse à un moment ne plus pouvoir rentrer, c'est-à-dire qu'on soit en échec total en permanence. Et à ce moment-là, c'est pas qu'on prendra la retraite, mais c'est qu'on sait que les gens auront le niveau sera monté. Oui, de toute façon, le risque évolue d'année en année. Ça sera pas Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à cet atelier. Donc, comment objectiver la performance pour mieux décider. Plein de messages sont passés, c'est clair. Merci infiniment à vous quatre. Merci. Merci.